Donc, bienvenue à ce webinaire du 30 novembre et pas du 3 novembre, donc, qui est organisé par France Chimie en Normandie, l'UMM Rouen-Dieppe, Logistique Seine-Normandie, pardon, et l'AFT. Et c'est un projet qui se nomme donc CELI et qui est soutenu par le CPIR Vallée de Seine. Alors, j'ai pas mal d'arrivants encore. Donc, il va être présenté par Amandine Lafitte de France Chimie Normandie et UMM Rouen-Dieppe et par moi-même de Logistique Seine-Normandie. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire une présentation des évolutions réglementaires de septembre 2020 qui, en fait, sont liées à de la suite de l'incident Lubrizol qui est intervenu en septembre 2019 et qui en a découlé des nouvelles obligations renforcées pour les entrepôts logistiques. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la partie logistique du périmètre de ce projet qui va être à la fois pour les industriels, qui est donc géré par Amandine ici présente, et pour la partie logistique par Logistique Seine-Normandie. Donc, au sommaire, on a prévu de vous expliquer lors de ce premier webinaire des évolutions réglementaires, mais aussi les obligations. En deuxième lieu, de vous commencer à discuter un petit peu avec vous, d'échanger avec vous sur les initiatives qu'on va prendre pour accompagner les entreprises dans cette mise en conformité, si elles sont concernées. Et puis, bien sûr, et on y tient beaucoup, à la partie à répondre à vos questions. Pour les questions, ce que je vous propose dans un premier temps sur les points 1 et 2, on va vous faire la présentation de manière un peu générale et que vous posiez soit vos questions dans le chat, ou alors, de toute manière, on ouvrira les micros à la fin du point 2 pour vous permettre aussi de poser vos questions en direct. Mais n'hésitez pas non plus à les mettre dans le chat au même moment si vous voulez. Ça vous va? Donc, on va démarrer. Et Amandine, je vais te laisser la parole. Oui, merci. Tu n'as qu'à me dire pour passer les slides, par contre, parce que je crois que je ne peux pas te donner la main. Est-ce que non, je ne crois pas avoir la main, mais je te dirai, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Vincent, je suis Amandine Lafitte. Je fais partie de l'UIMM Rouen-Dieppe et de France Chimie Normandie. Donc, auprès des entreprises de la métallurgie et de la chimie en Normandie et sur le territoire Rouen-Dieppe. On a mis en place une action d'accompagnement sur les évolutions réglementaires post-incendie du 26 septembre 2019 et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour recontextualiser un petit peu, le 26 septembre 2019, un incendie de grande ampleur qui a eu lieu sur les zones de stockage des sites de Lubrizol et de Normandie Logistique à Rouen. Et face à cet incendie de grande ampleur, le gouvernement a mené tout un plan d'action, un plan de modernisation en partant d'une analyse des causes de l'incendie et de sa propagation pour définir tout un gros bloc d'évolution réglementaire pour éviter que ça puisse se reproduire. Donc, pour rappel, un entrepôt voisin et un entrepôt principal du site qui ont brûlé, le feu qui s'est grandement propagé. Donc, sur le plan d'action qui a été défini, plusieurs composantes, l'aspect périmètre réglementaire à voir, qu'est-ce qui est pris en compte dans la réglementation sur les stockages et les liquides inflammables, des nouvelles règles en termes de conception, analyse du risque, système de protection et de prévention incendie, la gestion de l'incendie avec les plans d'urgence et toute l'information relative à ce qui peut être en train de brûler, et la relation avec les riverains. Donc, partant de ça, le bloc réglementaire a évolué. Donc, tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. 4 piliers réglementaires ont été définis. Un premier qui concerne les établissements Céveso, un second qui concerne l'état des matières stockées avec une révision de l'arrêté du 4 octobre 2010, un troisième pilier sur les entrepôts avec une révision de la nomenclature ainsi qu'une révision de l'arrêté du 11 avril 2017 et un pilier sur les liquides inflammables, à la fois les liquides inflammables soumis à autorisation mais également la partie soumise à déclaration et enregistrement. Les textes ont été publiés au mois de septembre de cette année. Donc, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de rebalayer tous ces piliers et de rentrer dans tout le détail,
c'est plutôt de vous alerter sur les grands points et surtout les choses qui ont évolué. Parce que ce qu'on subodore, on va dire, c'est que tous les sites n'ont pas forcément pris la mesure de ces évolutions réglementaires et peuvent parfois à tort, et parfois je l'espère à raison, ne pas se sentir concernés par ces évolutions réglementaires, alors qu'en fait ils le sont et que ce n'est pas négligeable et surtout qu'il y a une échéance au 1er janvier prochain, donc dans un mois. Et si vous la loupez, vous ne serez pas considéré comme site existant et donc vous aurez à appliquer toutes les exigences d'un site nouveau. Alors que si vous vous faites connaître comme site existant, vous pourrez appliquer les exigences qui ont été adaptées ou en tout cas avec les délais qui ont été alloués pour avoir le temps de se mettre en conformité pour les entrepôts existants. Donc ça, c'est vraiment le point d'alerte que je voulais faire en préambule. Également, si certains d'entre vous ont assisté au webinaire qu'on a organisé avec la DREAL au mois d'octobre, il y a eu 4 webinaires auxquels la DREAL est venue présenter ces évolutions réglementaires, à la fois sur les entrepôts et sur les stockages de liquides inflammables. Alors, j'en suis pas encore, j'ai fait une petite parenthèse, pas de souci, non, pas de souci. Si vous avez assisté au webinaire d'octobre avec la DREAL, ils sont rentrés beaucoup plus dans le détail que ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment tout rebalayer pour vous faire des points d'alerte et pour les sites qui ne se seraient pas encore vraiment renseignés sur le sujet. Donc, effectivement, si on passe au premier pilier que je voulais détailler, c'est la partie entrepôt de stockage de matières combustibles. Donc, la diapo suivante. Avec une modification du périmètre de classement. Alors, je vois qu'il y a une question en même temps. Le webinaire d'octobre est-il disponible sur YouTube? Non. La DREAL n'a pas souhaité que les webinaires soient mis en ligne. Il y a des foires aux questions qui sont en cours de rédaction et de validation et qui seront mises en ligne. Et par contre, les présentations, les PowerPoints sont disponibles sur le site internet de la DREAL en fin de présentation dans les outils disponibles. Je vous en reparlerai. Donc, sur la partie entrepôt de stockage de matières combustibles, 2 points. Le périmètre de classement qui a été modifié, avec pour objectif du point de vue du législateur de mieux prendre en compte les combustibles et surtout d'éviter ce qu'ils appellent le saucissonnage des entrepôts. Je ne sais pas, vous avez des plastiques d'un côté, du bois de l'autre. On va classer une partie de l'entrepôt en 2662, l'autre partie en 1530. Ça, ce ne sera plus possible. Tout ce qui est combustible sera regroupé ensemble parce que ce système de saucissonnage permettait de découper le risque, alors qu'en fait, en cas d'incendie, le feu ne va pas aller regarder s'il se propage du bois au bois ou du bois au carton ou du carton au plastique. Voilà. Et deuxième point, un renforcement des prescriptions donc, qui apparaît dans l'arrêté du 11 avril 2017 qui a été modifié en conséquence avec des exigences plus fortes sur les conditions d'implantation, sur le risque de nappe enflammée et sur les moyens d'extinction et de protection incendie. Voilà, donc tout d'abord sur la partie périmètre de classement. Un décret, donc le décret 2020-1169 de septembre 2020, qui modifie la nomenclature des installations classées. Donc, si on regarde comme ça rapidement, les seuils n'ont pas changé. Donc, on peut se dire que ça n'a pas évolué, mais en fait, si, les règles ont vraiment changé. Donc, qu'est-ce qui est pris en compte par la rubrique 1510? Ce sont les entrepôts couverts qui sont maintenant définis comme des installations pourvues d'une toiture dédiée au stockage. Ça, c'est une nouvelle notion qu'on appelle IPD en raccourci, installation pourvue d'une toiture dédiée au stockage, que je vais vous détailler après. Ça, c'est vraiment une nouvelle notion qu'il faut avoir en tête pour la façon dont vont être pris en compte les différents entrepôts. Donc, ces IPD dans lesquels sont stockés des combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes. Donc, ce seuil de 500 tonnes n'a pas changé en soi, c'était déjà 500 tonnes. Mais attention, la façon de compter ce qu'on met dans combustible a, elle, changé. Donc, avec un même stockage que vous aviez avant où vous étiez inférieur à 500 tonnes, vous pouvez aujourd'hui être supérieur à 500 tonnes parce qu'on ne va pas compter de la même façon les combustibles. Je détaillerai après. À l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage, placés par ailleurs dans une unique rubrique. Donc, ils ont quand même introduit cette exception dans le cas d'une unique rubrique. Ça aussi, c'est une notion qui est nouvelle, qui n'apparaissait pas avant.
Et donc, les seuils à partir desquels les entrepôts sont classés, il y a un nouveau point, le point 1, qui a été ajouté, qui concerne les entrepôts qui entrent dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique. Donc, ça va être pour des nouveaux entrepôts. Et pour les existants, on va aussi regarder le point 2. Le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 pour le régime de déclaration. Ces seuils n'ont pas changé non plus, mais attention, de la même façon, les règles de classement ont, elles, changé, ce qui fait qu'on va venir cumuler le volume de plusieurs entrepôts et que vous pourriez éventuellement dépasser ces 5 000 m3. Le seuil qui a changé, par contre, c'est le seuil entre l'enregistrement et l'autorisation, qui est passé maintenant à 900 000 m3. Voilà, donc le champ d'application qui a évolué et que je redétaillerai après. Donc, diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà, donc attention, les règles de comptage ont évolué. Des entrepôts qui n'étaient pas classés 15-10 ou qui étaient selon un certain régime 15-10 peuvent maintenant devenir classés ou changer de classement. Et une échéance au 1er janvier 2022 à laquelle il faut se faire connaître au préfet pour bénéficier des aménagements qui ont été prévus dans les textes réglementaires pour les sites existants. C'est-à-dire qu'en fait, l'arrêté de prescription pour les entrepôts, qui est l'arrêté du 11 avril 2017, a toute une première partie qui détaille toutes les exigences applicables, et puis après en annexe, selon les cas de figure, si c'était un entrepôt existant à déclaration, enregistrement, autorisation, s'il était pas du tout, s'il était existant à déclaration, qu'il est passé en enregistrement, etc. Tous ces cas de figure-là sont détaillés et il y a des aménagements qui ont été prévus. Soit certains points qui ne seront pas applicables, soit certains points pour lesquels un délai supplémentaire est laissé pour vous laisser le temps d'adapter vos sites existants et de les mettre en conformité. Donc, cette échéance du 1er janvier 2022, elle est importante parce qu'elle va définir les règles et la sauce à laquelle vous allez être mangé pour la suite, donc c'est important. Donc, comment savoir si un site est concerné? Plusieurs étapes pour déterminer le périmètre de classement. Tout d'abord, il faut recenser les entrepôts et déterminer les groupes d'IPD. Donc, IPD, je vais y revenir, mais installation pourvue d'une toiture dédiée au stockage. Deuxième étape, recenser les stocks de combustible. Et troisième étape, exclure certaines exceptions qui ont été accordées. Il y a un guide de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 qui est disponible sur le site AIDA de l'INERIS et qui est aussi en lien, si les diapos vous sont envoyés ensuite, le lien hypertexte est dans la présentation. Ce guide, il fait quand même 180 pages de mémoire. Donc finalement, l'arrêté du 11 avril 2017 n'est pas autoportant. C'est lui qui met les prescriptions, mais tout le détail va être dans l'arrêté du 11 avril 2017. Donc il faut bien s'appuyer sur ce guide d'application. Donc première étape, recenser les entrepôts et déterminer les groupes d'IPD. IPD, comme je vous l'ai dit, c'est une installation pourvue d'une toiture dédiée au stockage. Donc 2 composantes, être pourvu d'une toiture et être dédié au stockage. Si on se concentre tout d'abord sur l'aspect être pourvu d'une toiture, donc tout lieu qui va avoir un toit, même s'il n'a pas de paroi extérieure, est considéré comme pourvu d'une toiture. Un auvent est aussi pourvu d'une toiture, un chapiteau est pourvu d'une toiture, et toute structure modulaire, sauf celles qui sont pour le transport de marchandises, peuvent être aussi considérées comme pourvues d'une toiture à partir du moment où une personne peut circuler à l'intérieur, peut rentrer dedans, marcher dedans, se déplacer dedans. C'est considéré comme une installation pourvue d'une toiture. Par contre, ne vont pas être considérés comme des IPD les silos, les réservoirs, les bennes fermées, les conteneurs de transport, les armoires de stockage, les tunnels, donc qui sont définis comme un abri en structure métallique composé d'arceaux et de renforts qui dispose d'une couverture avec bâche. Donc tout ça, c'est exclu d'une IPD. Mais si vous avez une armoire de stockage qui est à l'intérieur d'un entrepôt, l'IPD, donc l'installation pourvue d'une toiture, ça va être tout l'entrepôt. Pour autant, l'armoire qui est à l'intérieur, on va la considérer par la suite. Par contre, si vous avez une armoire qui est toute seule en dehors d'un entrepôt et qui ne permet pas, qui n'est pas suffisamment grande pour que quelqu'un aille à l'intérieur, se déplace à l'intérieur, celle-là, elle va être exclue de la notion d'entrepôt, enfin d'installation pourvue d'une toiture.
La deuxième composante pour répondre à la définition d'une IPD, c'est d'être dédié au stockage. Mais attention, derrière ce mot dédié, il est un peu trompeur ce mot parce que, en fait, dès lors qu'il y a du stockage dans un entrepôt, on va le considérer, même s'il n'est pas exclusivement dédié au stockage. Donc, même s'il y a de l'activité à côté, du conditionnement, etc., à partir du moment où il y a du stockage dans ce même entrepôt, on va le considérer comme une IPD. Après, on va pouvoir découper en cellules si jamais il y a des murs coupe-feu 2 heures, etc. Mais la règle générale, c'est quand même qu'à partir du moment où une zone a du stockage, elle rentre dans la définition d'installation pourvue d'une toiture dédiée au stockage. Quelques exceptions ne sont pas considérées comme des stockages au sens de la rubrique 15.10, les matières ou produits combustibles en cours d'utilisation par l'activité, donc c'est-à-dire ceux qui sont directement liés à au processus de production et qui correspondent à une quantité inférieure à 2 jours de production. Ne sont pas non plus considérés comme des stockages les récipients qui sont en cours d'utilisation, en cours de vidange, en cours de remplissage, qui sont des conteneurs entamés pour une campagne de fabrication qui est en train d'être faite, ni les réservoirs destinés à alimenter des utilités, par exemple des groupes électrogènes. Ne sont pas non plus des stockages tous les contenants qui vont être dans des laboratoires, dans des ateliers de maintenance, des bureaux ou des locaux administratifs. Et pour cette notion d'IPD, on va ensuite les regrouper en groupes d'IPD. Donc, un groupe d'IPD, ce sont les IPD distantes de moins de 40 mètres. Donc, 40 mètres, c'est quand même déjà pas mal. Donc, si vous avez 2 entrepôts, enfin plutôt 2 IPD qui sont pourvus d'une toiture dédiée au stockage et qui sont à moins de 40 mètres, bien, vous allez les regrouper et considérer ça comme un seul et même groupe d'IPD. Donc, même s'il y a 39 mètres, ils sont cumulés. Un premier point que je vous mets ici dans l'encadré jaune, si vous savez que sur votre site, en cumulant toutes les zones qui ont une toiture, vous avez moins de 5000 m3, donc les mètres cubes, on les compte en regardant bien du sol au plafond, de paroi à paroi, en prenant vraiment, on ne prend pas le volume du stockage, mais bien le volume de tout le bâtiment, de tout l'entrepôt. À partir du moment où vous savez que vous êtes inférieur à 5000 m3, tout entrepôt cumulé sur votre site, vous savez que vous ne serez pas classé au titre de la 15.10 et vous pouvez raccrocher. Voilà. Par contre, si vous êtes potentiellement au-delà de 5000 m3, vous pouvez être concerné. Voilà. Ça, c'était la... Alors, je peux peut-être prendre éventuellement s'il y a des questions sur la notion d'IPD. Je ne suis pas rentrée dans tout le détail de ce qu'on prend en compte là-dedans, mais si éventuellement je regarde je vois qu'il n'y a rien sur le fil de la discussion. Bon, si vous avez des questions sur la notion d'IPD, n'hésitez pas. Donc, je passe à la suite. Deuxième étape, une fois que vous avez regardé tous vos bâtiments qui ont une toiture dans lesquels il y a de près ou de loin un peu de stockage, il faut recenser les stocks de combustible. Donc, les stocks de combustible, qu'est-ce qu'on appelle combustible? C'est défini comme les matières ou produits, y compris les déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles. Donc, au sens de cette définition, les contenants emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matière combustible. Et donc, par défaut, si un combustible, c'est ce qui n'est pas qualifié d'incombustible, bah, c'est intéressant de savoir ce qu'on appelle incombustible. C'est tout ce qui n'est pas susceptible de brûler. Donc, il y a un arrêté ministériel de novembre 2002 qui définit des classes de matériaux qui ne sont pas qui sont incombustibles. Il y a aussi un protocole reconnu par le ministère de l'Environnement qui permet, si on met en œuvre les essais et qui sont concluants, d'exclure des produits de la catégorie combustible. Mais sinon, par défaut, tout le reste sera considéré comme combustible. Tout ce que vous ne pouvez pas prouver être un combustible sera considéré par défaut comme combustible. Donc, si vous avez un doute, c'est combustible. Si c'est dans la liste de l'arrêté du 21 novembre 2002, vous pouvez l'exclure. Si vous avez fait des essais selon le protocole reconnu par le ministère, vous pouvez les exclure, mais tout le reste, c'est à considérer comme combustible. Et donc, va bien être pris en compte à la fois toutes les matières combustibles que vous pouvez avoir, mais aussi la palette en bois sur laquelle ils sont posés, aussi le fût en plastique dans lequel ils sont contenus,
Également, le film plastique qu'il va y avoir autour, le carton qu'il va y avoir, tout est à considérer dans la masse de combustible à prendre en compte. Voilà. Et en complément, sur le site AIDA de l'INERIS, il y a une première liste de ce qu'on appelle les liquides et solides liquéfiables combustibles qui a été publiée par l'INERIS et que vous pouvez consulter. Voilà. De la même façon que précédemment, un premier point d'alerte. Si vous savez que sur vos sites, vous allez avoir moins de 500 tonnes de combustible, donc tout confondu avec les emballages, etc., votre site ne sera pas classé au titre de la rubrique 1510 et vous pouvez arrêter de vous renseigner là-dessus. Voilà pour ce point. Est-ce qu'il y a des questions sur la notion de combustible? A priori, pas pour l'instant. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail, donc, recenser les installations pourvues d'une toiture dédiée au stockage, les regrouper en groupes d'IPD quand elles sont distantes de moins de 50 mètres. Dans ces installations-là, recenser les stocks de combustible. Et une fois que vous avez fait ça, il y a certaines exceptions qui vous permettent de sortir du périmètre de classement de la rubrique 1510. Donc, il y a 3 catégories d'IPD qui peuvent être exclues, qui constituent des exceptions. Ça va être les groupes d'IPD de moins de 500 tonnes de matière aux produits combustibles. Donc là, pour ces exceptions, on raisonne bien à l'échelle des groupes d'IPD. Donc, toutes les IPD qui sont distantes entre elles de moins de 40 mètres. Sachant que si j'ai une IPD A, 30 mètres plus loin, une IPD B, 30 mètres plus loin, une IPD C, même si entre la A et la C, il y a 2 fois 30 mètres plus un autre entrepôt, je cumule bien les 3 parce qu'elles sont toutes, à un moment donné, distantes de moins de 40 mètres. Donc, si au niveau de ce groupe d'IPD, il y a moins de 500 tonnes de matière aux produits combustibles, toute typologie de combustible cumulée, alors on peut exclure ce groupe d'IPD. Si au niveau d'un groupe d'IPD, on sait qu'ils sont utilisés pour le stockage d'une unique rubrique, alors on peut aussi les exclure. Alors, je ne suis pas rentrée dans ma présentation d'aujourd'hui dans cette notion d'unique rubrique parce qu'elle n'est pas évidente à appréhender. Dans les grandes lignes, c'est si vous savez que dans votre stockage, je ne sais pas, vous avez vous allez stocker uniquement des palettes de bois, vides, avec rien dessus, juste des palettes de bois. En entrepôt, il n'y a que des palettes de bois. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres produits, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de liquide, il n'y a rien d'autre. Vous allez, cet entrepôt va être classé uniquement dans la rubrique de stockage de bois. Mais si vous avez à la fois du bois et du carton, ça, a priori, ce sera tout regroupé en 15-10. Alors, la règle de rubrique unique est un peu plus compliquée que ça. Des fois, on peut quand même exclure, même s'il y a plusieurs typologies de stockage. Mais le but d'aujourd'hui, ce n'était pas forcément de rentrer dans le détail, mais de vous alerter sur la démarche à effectuer pour justement aller voir si vous êtes concerné. Où trouver de l'info sur l'unique rubrique. Donc, tout ça, c'est détaillé dans le guide d'application qui est sur le site AIDA de l'INERIS. Et la question, je peux peut-être vous donner, vu qu'il fait pas mal de pages, le chapitre auquel c'est abordé, ce sera peut-être plus simple pour vous y retrouver. Je me remets sur le guide. Tac, tac, tac. Unique rubrique. Donc là, je suis à la question. Grand 1.2.1. Tac, tac, tac. Je vérifie que ce soit bien celle-là. Parce que je crois que c'est plus détaillé après. Et vous avez pas mal d'exemples aussi justement sur cette question, cette notion de unique rubrique. Tac, tac. Donc c'est la question grand 1.2.1 et elle est complétée par la question grand 1.2.2. Donc ça, c'est vraiment une notion qui apparaît dans la nomenclature. Il y a juste écrit dans l'intitulé de la rubrique 15-10
sauf si l'entrepôt est classé par ailleurs par une unique rubrique. Mais sinon, c'est vraiment dans le guide que vous pouvez voir comment ça s'applique dans les faits, comment le mettre en application. Alors, juste sur la diapo précédente, il y a une autre exclusion qui existe, c'est les entrepôts exclusivement frigorifiques, qui, eux, peuvent également être exclus du classement 15-10. Alors, je crois qu'il y a justement une question là-dessus. Le chat. Où trouver l'info de l'unique rubrique? Donc oui, ça c'était la question précédente. J'y suis, mais beaucoup d'infos. Oui, tout à fait. Il y a énormément d'informations dans le guide. Il fait 180 pages. On pourra envisager des webinaires plus précis sur ces questions-là. C'est ce qui a été fait, je vous dis, avec l'Adréal en octobre, mais on pourra redécliner selon les questions, faire des webinaires sur des points très précis. On pourrait en faire un uniquement sur la notion de rubrique unique, par exemple. Et un entrepôt logistique non frigorifique pour la distribution d'articles de loisirs peut-être. Oui, si plus de 500 tonnes et plus de 5000 mètres cubes, alors ils sont concernés. Oui, plus de 500 tonnes, plus de 5000 mètres cubes, oui. A priori, enfin après, il faut aller regarder dans le détail, mais là, en première approche, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il faut faire l'exercice d'aller voir si vous êtes classé en fonction des typologies de produits. Si vous avez uniquement du plastique et de la palette, peut-être que vous pouvez quand même rentrer dans l'exclusion rubrique unique, mais il faut l'étudier au cas par cas. OK. Le stockage de tourées de câbles électriques est concerné. Alors, les câbles en tant que tels, a priori, non. J'imagine que ce sont des câbles métalliques. Après, s'il y a des gaines plastiques ou des choses comme ça, le plastique va, lui, être combustible. Et s'ils sont sur des supports en bois, le bois aussi va être considéré comme combustible. Donc, en fait, dans votre recensement des 500 tonnes de combustible, vous n'allez pas inclure le poids du métal, mais vous allez inclure le poids du plastique, du bois, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre éventuellement dans un stockage de tours et de câbles. Mais, voilà pour ça. Une fois que vous aurez fait cet exercice pour tous vos entrepôts, vous allez déterminer dans quelle catégorie d'installation vous vous retrouvez, sachant que sur un même site, des entrepôts peuvent avoir des situations différentes. Vous pouvez avoir un entrepôt qui avant n'était pas 15-10, qui maintenant rentre dans le classement, et puis quelques mètres plus loin, un entrepôt qui avant était déjà considéré 15-10 et qui l'est toujours, ou un entrepôt qui était considéré 15-10 à déclaration mais qui est devenu enregistrement. Enfin, voilà, vous pouvez avoir vraiment sur un même site plusieurs entrepôts qui vont avoir des configurations différentes. Et selon ces différents cas de figure, donc le premier cas, c'est pour les installations nouvelles qui vont être créées à partir de maintenant. Donc, tout va s'appliquer dans ce cas-là. Ensuite, la deuxième flèche, les installations nouvelles. Alors oui, il y a aussi une autre subtilité, effectivement, que j'ai oublié de vous donner. C'est que dans le texte, ils sont repartis d'un arrêté qui date d'avril 2017. En avril 2017, il y avait des installations nouvelles et puis des installations existantes. Et ils ont mis à jour cet arrêté. Du coup, le terme installation nouvelle, ils l'ont conservé. Donc, ce qui est désigné comme installation nouvelle dans l'arrêté d'avril 2017, ce sont les installations qui étaient nouvelles à partir du 1er juillet 2017. Et les installations qui sont nouvelles à partir de 2021, les nouvelles, finalement, c'est ce qu'ils appellent les installations nouvellement soumises ou nouvellement classées. Donc, il faut faire attention à la terminologie qui est utilisée et qui est très peu pratique à comprendre quand on lit ça en diagonale. Donc, selon chaque cas de figure, vous voyez que chaque flèche a une pointe de couleur différente. En fait, ces cas de figure vont être détaillés dans les annexes de l'arrêté du 11 avril 2017 et vont correspondre chacun à des prescriptions et à des aménagements dans l'application des prescriptions. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien, une fois que vous avez
déterminer votre périmètre de classement à l'échelle de votre site, allez regarder entrepôt par entrepôt, lesquels étaient déjà classés, lesquels ne l'étaient pas et lesquels le sont maintenant ou ne le sont plus. Je ne suis pas sûre que ce soit possible de ne plus l'être, mais on ne sait jamais. Voilà pour ça. Donc ça, c'était vraiment le premier gros morceau, définir le périmètre de classement. Comme je vous disais, quand on lit l'intitulé de la rubrique 15-10, le seuil de 500 tonnes de combustible n'a pas changé. Le seuil d'avoir des entrepôts d'un volume au moins de 5000 m3 n'a pas changé. Mais attention, maintenant, on va cumuler les entrepôts qui sont à moins de 40 mètres. Et dans la prise en compte des combustibles, on va venir cumuler ceux qui pouvaient auparavant être classés dans d'autres rubriques, 15-30, 15-32, 26-62, 26-63, qui sont spécifiques au bois, au carton, au plastique. Donc là, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble sur tous les combustibles pour éviter ce qu'ils appellent le saucissonnage. Donc ça, c'est vraiment le premier point d'alerte. Vigilance. Peut-être que vous ne pensiez pas être concerné, mais que finalement, vous l'êtes. Le deuxième point, c'est sur le renforcement des prescriptions. Donc, je vais vous le donner dans les grandes lignes sans rentrer dans trop de détails parce que c'est à condition que vous soyez concerné. Mais si vous êtes potentiellement concerné, c'est intéressant de savoir dès maintenant ce qui peut s'appliquer à vous dans les mois et les années à venir. Donc, 3 grands domaines qui ont été où les prescriptions ont été renforcées. Donc là, je suis repartie des présentations qui ont été faites par l'Adrial. J'ai vraiment repris leur synthèse. Un premier pilier sur les conditions d'implantation et la proximité avec les autres sites et entre stockage sur le lieu de stockage, sur le lieu du site. Des prescriptions qui concernent les nappes enflammées, parce que ça, c'est vraiment ce qu'ils ont constaté lors d'incendie du 26 septembre 2019, c'est qu'en fait, les liquides inflammables et aussi les liquides combustibles se sont répandus et ça a vraiment généré une nappe enflammée qui s'est propagée rapidement. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir le limiter le plus possible dorénavant. Et enfin, troisième composante, les capacités, donc les moyens d'extinction et les dispositifs de confinement. Donc sur le premier point, conditions d'implantation, sur la diapo suivante. Conditions d'implantation, qu'est-ce qui a été renforcé? Pour les sites existants, il y a une nouvelle annexe qui a été mise dans l'arrêté du 11 avril 2017 sur l'aspect protection incendie. Les parois extérieures des entrepôts doivent être suffisamment éloignées des limites du site. Il y a des distances qui apparaissent dans le texte c'est soit 10 mètres, soit ça peut être réduit selon certains cas de figure, s'il y a une extinction automatique, s'il y a un mur coupe-feu, etc. Mais sinon, s'il n'y a rien de tout ça, la distance minimale, c'est 10 mètres entre la paroi d'un entrepôt, d'une IPD, et les limites de site. Pour autant, l'annexe 8 vous laisse la possibilité de faire une étude des flux thermiques supérieurs à 8 kW par mètre carré pour voir si ces flux, en cas d'incendie de l'entrepôt et de ses stockages, si ces flux de 8 kW par mètre carré vont être ressentis ou non au niveau des limites de propriété. Et en se basant sur ces calculs-là, possibilité de proposer un plan d'action pour se mettre en conformité. Donc l'étude pour les sites soumis à autorisation doit être faite avant le 1er janvier 2023. Et il y a 2 ans après la date de remise de l'étude qui sont laissés pour mettre en place les actions qui auront été définies pour cantonner ces flux thermiques de 8 kW par mètre carré à l'intérieur des limites de propriété du site. Idem pour les stockages extérieurs, eux doivent être à une distance de plus de 10 mètres des parois des IPD, donc des entrepôts. Il y a quelques exceptions, quelques cas de figure qui permettent de diminuer cette distance de 10 mètres, mais s'il n'y a pas de moyen d'extinction automatique ou d'autres solutions, c'est bien la distance de 10 mètres qui doit être respectée entre un stockage extérieur et les entrepôts de stockage de matières combustibles. Donc ça, ce sont les 2 principaux points qui ont été renforcés concernant les conditions d'implantation. Concernant la notion de nappe enflammée, là,
Oui, cela signifie que vous devez refaire des études Flumilogue, tout à fait. Pour les études de flux thermique de 8 kW par mètre carré, effectivement, c'est généralement Flumilogue qui est utilisé et c'est en vous basant sur ces calculs-là que vous allez définir si les flux dépassent des limites de propriété du site ou pas. Donc, interdiction de stockage de liquide inflammable en contenant fusible. Ce qu'on appelle contenant fusible, c'est tout contenant qui est susceptible de fondre, donc en général les bidons plastiques ou les IBC en plastique. Pour les liquides inflammables de catégorie 1, donc qui ont la mention de danger H224, à partir du moment où le volume du contenant est supérieur à 30 litres, eh bien, on ne pourra plus stocker de ces liquides inflammables H224 dans des contenants fusibles à partir de 2023. Le délai est laissé jusqu'à 2026 pour les liquides inflammables de catégorie 2, donc mention de danger H225. Si ce sont des liquides qui sont non miscibles à l'eau, l'interdiction s'applique dès un volume de 30 litres. Et s'ils sont miscibles à l'eau, on peut aller jusqu'à 230 litres. Mais au-delà de 230 litres, le stockage de ces liquides en contenant fusible sera interdit. Alors, pour cette histoire de contenant fusible, il y a un protocole qui devrait être élaboré pour pouvoir qualifier les contenants fusibles et surtout qualifier des contenants qui ne seraient pas fusibles. Bon, ça, c'est encore en cours. Ensuite, pour les cellules de liquide combustible et solide liquéfiable combustible, pardon, il y a l'acronyme LC/SLC, donc c'est liquide combustible et solide liquéfiable combustible. Pour ces cellules-là, une exigence d'avoir une extinction automatique ou un dispositif similaire, des zones de collecte des effluents, des eaux d'extinction et de déversement de 1000 m² maximum, et en cas de rétention déportée, des exigences assez précises sur les conditions d'implantation, la présence d'un siphon anti-feu, des critères de dimensionnement des réseaux, etc. Sachant qu'aussi une règle qui, dans certains cas, était déjà appliquée pour ceux qui appliquaient déjà les règles D9 et D9A, mais qui n'étaient pas applicables à tous les sites, la rétention des eaux d'extinction en cas d'incendie doit correspondre au volume de 100% des volumes de liquide qui sont stockés sur cette zone, plus le volume des eaux d'extinction, plus le volume des eaux d'intempéries. Donc ça, il y a un nombre de litres d'eau par mètre carré qui est défini forfaitairement. Alors, je vois qu'il y a une question. Pour les contenants fusibles, même si dans entrepôt conforme à l'arrêté du 24. Oui, alors l'arrêté du 24 septembre 2020 sur les récipients mobiles de liquides inflammables reprend ces mêmes règles sur le stockage de liquides inflammables en contenants fusibles. C'est harmonisé sur tous ces textes-là. Et il y a aussi cette interdiction de stocker les H224 à partir de 2023 et les H225 à partir de 2026, avec cette même différenciation selon si c'est miscible ou non miscible à l'eau. Le dernier webinaire qu'on a fait avec l'Adréal reprend cette articulation entre les textes 1510, donc entrepôt de stockage de combustible, et les textes liquides inflammables, notamment celui de septembre 2020 sur les récipients mobiles. Parce qu'un site peut effectivement être concerné par les deux. Et donc, l'Adréal avait fait une présentation sur qu'est-ce qu'on applique quand un stockage est concerné par les deux textes. Voilà pour la partie nappe enflammée. Et le troisième gros morceau des exigences qui ont été renforcées, c'est la partie extinction. Donc, une exigence d'avoir un plan de défense incendie pour tous les entrepôts qui seront classés 15-10, quel que soit leur régime, enregistrement, autorisation, déclaration. Une exigence d'extinction automatique alors il y a certaines conditions qui sont, certaines souplesses qui sont laissées, mais même des sites existants vont devoir, dans certains cas de figure, mettre en place un système d'extinction automatique, à la fois sur les zones de stockage de combustible
C'est aussi vrai dans les textes sur les liquides inflammables et sur les cellules de liquide combustible et solides liquéfiables combustibles. La particularité dans toutes ces évolutions réglementaires post-incendie du 26 septembre 2019, c'est qu'avant, en général, un site qui était existant, il bénéficiait de l'antériorité et donc les nouvelles prescriptions ne lui étaient pas applicables. Il continuait à fonctionner comme c'était le cas auparavant. Dans les évolutions réglementaires dont on parle aujourd'hui, un site existant, il va avoir certains aménagements, des délais supplémentaires pour se mettre en conformité, mais il va quand même devoir faire des choses. Il ne va pas seulement pouvoir dire j'étais existant, j'applique l'ancien texte. Ça, ce n'est pas vrai dans ces évolutions réglementaires-là, et ça aussi, il faut l'avoir en tête. Pas juste se reposer sur le fait que le site était existant et que du coup, rien ne s'applique. C'est plus vrai depuis ces évolutions réglementaires-là. Donc voilà pour la partie entrepôt de stockage de matières combustibles. Donc sur la diapo suivante, je vous remets sur une échelle de temps un peu toutes les échéances qui peuvent arriver. Donc ce qui est déjà applicable aujourd'hui pour un site classé 1510, c'est que les éléments des rapports des assureurs qui portent sur la maîtrise des risques doivent être tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Donc ça, l'inspection peut vous les demander. Qu'il y a une exigence de former le personnel, y compris les entreprises extérieures, à la conduite à tenir en cas d'accident. Si, je ne sais pas, s'ils doivent utiliser les extincteurs, il faut, avant qu'ils viennent intervenir sur votre site, qu'ils sachent où sont les extincteurs, etc. Et la grosse échéance du 1er janvier 2022, comme on le disait tout à l'heure, c'est surtout le fait que pour les installations existantes, alors nouvellement soumises, mais aussi celles qui ont un classement qui a changé, doivent se faire connaître auprès du préfet avant le 1er janvier 2022. Donc il reste un mois. Et c'est ça qui vous permettra de bénéficier des aménagements et des délais supplémentaires en tant que site reconnu comme existant. Voilà. Et puis après, je n'ai pas à tout redétailler aujourd'hui, mais vous avez l'échéancier des différentes exigences, donc notamment l'interdiction de stockage de H224 en contenant fusible à partir de 2023, etc. Le plan de défense incendie à partir du 31 décembre 2023 pour les sites qui ne l'avaient pas encore. À partir du 1er janvier 2025, les distances d'éloignement qui vont s'appliquer pour les sites existants, et à partir de janvier 2026, l'interdiction de stockage en récipient fusible pour les H225 cette fois. Ça, vous pourrez regarder plus en détail par la suite. Voilà pour ce premier pilier réglementaire qui concerne les entrepôts. Second pilier qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie stockage de liquides inflammables. Donc, il y a un arrêté qui a été créé spécifiquement pour les récipients mobiles, qui est l'arrêté du 24 septembre 2020, et qui a un champ d'application qui est plus étendu qu'auparavant. Donc, auparavant, il y avait des textes pour les liquides inflammables sur les sites à déclaration et enregistrement. Ils existent toujours, ils ont été révisés là en septembre 2021. Il y avait l'arrêté du 3 octobre 2010 pour les réservoirs fixes. Et depuis septembre 2020, il y a un autre arrêté qui existe maintenant, qui concerne les récipients mobiles de liquides inflammables soumis à autorisation. Donc, diapositive suivante, s'il te plaît. Toutes les installations soumises à autorisation au titre d'une rubrique dite liquides inflammables vont rentrer dans le champ d'application de ce nouveau texte. Donc, ce qu'on appelle une rubrique liquide inflammable, ça va être les rubriques génériques 1436, 4330, 4331, mais aussi les nomméments désignés que je vous ai relistés là sur la diapositive. Mais vont également pouvoir être concernés par ce texte toute installation qui est soumise à autorisation, qui n'est pas soumise à autorisation pour une rubrique liquide inflammable, mais qui va avoir sur son site des liquides inflammables H224, H225, H226 et aussi des déchets de liquides inflammables classés HP3 à partir du moment où il y a plus de 1000 tonnes présentes sur le site, ou alors s'il y a plus de 100 tonnes en contenant fusible. Donc, tous ces sites-là, dans tous ces cas de figure-là, vous pouvez être visé par l'arrêté récipient mobile du 24 septembre 2020. Donc, si tu recliques une fois, s'il te plaît,
Le champ d'application est étendu à tous les liquides avec des mentions de danger H224, H225, H226 et aux déchets HP3. Même si certains ne sont pas soumis aujourd'hui aux obligations prévues par les textes et qui pouvaient être classés pour une autre rubrique. Voilà. Il y a encore une petite spécificité pour ces textes liquides inflammables, c'est que, en fait, il faudra faire la distinction entre le périmètre pour savoir si on rentre dans le champ d'application du texte, où là, on va aller regarder tous les liquides inflammables qui sont sur le site, et ensuite le périmètre auquel vont s'appliquer les exigences. C'est-à-dire qu'on va aller regarder tous les liquides inflammables qui sont présents sur le site pour savoir si on déplace ces seuils de 100 tonnes ou de 1000 tonnes, mais ensuite, on va appliquer les exigences que aux liquides inflammables qui seront dans des récipients mobiles. Voilà, donc sur ces textes-là, de la même façon, les exigences sur ces stockages en récipients mobiles de liquides inflammables, les exigences sont aussi renforcées. Sur la partie, donc sur la diapositive suivante, sur les conditions d'implantation, donc avec un champ d'application élargi. La prise en compte aussi des liquides et solides liquéfiables combustibles à partir du moment où ils sont considérés à proximité de liquides inflammables, eh ben, on fait comme s'ils étaient inflammables, ces liquides combustibles. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Des exigences supplémentaires en termes de détection incendie, de distance d'éloignement aux limites de propriété. Autre pilier sur l'aspect nappe enflammée, sur la diapo suivante, des conditions d'exploitation renforcées pour les récipients mobiles, avec des surfaces à respecter pour les îlots et des zones de collecte à respecter également, pour ne pas justement générer ces nappes enflammées. On va plus découper ces stockages. Et à nouveau, ça répond à la question qui était soulevée tout à l'heure. L'interdiction de stocker des liquides inflammables en contenant fusible. Donc, à partir de 2023, les H224 pour des volumes supérieurs à 30 litres et à partir de 2026, pour les H225, pour un volume unitaire supérieur à 30 litres pour les non miscibles à l'eau et 230 litres pour les miscibles à l'eau. Donc, ce sont exactement les mêmes règles que celles qu'on a vues précédemment. Et troisième volet des exigences renforcées, une stratégie de défense incendie à compléter ou à revoir selon si les sites étaient déjà soumis ou pas. Une exigence aussi de moyens supplémentaires. Alors ça aussi, c'est une nouveauté. Avant, vous dimensionnez les besoins en eau d'extinction incendie, vous faisiez vos calculs sur la base de ce que vous avez sur votre site. Et bien maintenant, il faut prévoir 20% de plus de façon forfaitaire. Donc tout ce que vous aviez calculé avant en moyens d'extinction, il faut rajouter 20% de plus d'eau et 20% de plus d'émulseurs par sécurité, on va dire. Analyser également les possibilités de s'approvisionner en eau au-delà d'un événement de 3 heures. Donc, en général, pour dimensionner les besoins en eau d'extinction incendie, on prend un événement qui dure 2 heures, on détermine le débit nécessaire, on le multiplie par 2 heures. Et là, il faut quand même envisager, si l'incendie dure plus de 3 heures, qu'est-ce qu'on a comme plan B pour continuer à approvisionner en eau et éteindre l'incendie. Également, extinction automatique imposée dans certains cas et le renforcement des volumes de rétention, qui correspond aussi au fait qu'on ait rajouté plus 20% de besoins en eau. Donc, forcément, il faut adapter les volumes de rétention de ces eaux d'extinction. Voilà pour ça. Comme précédemment, une synthèse dans le temps des délais qui vont s'appliquer. Donc, cette échelle de temps pour la partie liquide inflammable en récipient mobile. Échéance du 1er janvier 2022, dans un mois, pour se faire connaître auprès du préfet et dire que vous aviez déjà ces stockages de récipients mobiles et que maintenant, vous rentrez dans ce texte, puisqu'il est nouveau, avant vous ne pouviez pas rentrer dedans, mais maintenant, vous rentrez dans le cadre de ce texte-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir regardé si vous êtes concerné ou pas par le texte et dire au préfet quels sont vos stockages qui sont concernés dorénavant par ce texte.
Et voilà la suite des échéances que vous pouvez regarder. Et sur la diapositive suivante, une autre échelle de temps pour la partie liquide inflammable, réservoir aérien fixe. Donc ça, c'est l'arrêté du 3 octobre 2010, s'il vous était applicable, qui reste applicable, mais qui a aussi eu quelques modifications que je n'ai pas détaillées aujourd'hui, mais que je vous ai quand même remis la synthèse des délais pour information. Donc voilà pour la synthèse des exigences. Donc, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de subtilités à aller regarder en s'appuyant sur les guides nationaux. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'administration estime qu'il y a énormément de sites qui vont être concernés. Et donc, c'est important que vous fassiez l'exercice là maintenant, d'ici la fin de l'année, de regarder si vous êtes concerné ou pas. Même si vous pensez ne pas l'être, comme ça vous en aurez le cœur net, et savoir, et si vous êtes concerné, vous vous serez fait connaître avant l'échéance du 1er janvier et vous pourrez bénéficier des aménagements qui ont été accordés. Ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Donc en complément de tout ça, l'action d'accompagnement qui s'appelle CELI, sécurité logistique et industrielle, qui a plusieurs aspects, donc des outils qui vont être mis à disposition, des ateliers d'information et de sensibilisation qui sont et qui vont être organisés, et un guichet unique premier conseil. Donc pour ce qui est des outils, J'arrive. Voilà. Merci. Pour ce qui est des outils, des documents qui ont été mis en ligne, notamment la façon la plus facile aujourd'hui pour vous de les retrouver, c'est sur le site internet de la DREAL Normandie. Ils ont tout mis en ligne. Un fichier Excel qui permet la collecte des données pour se positionner par rapport à la rubrique ICPE 1510, donc qui vous aide à aller recenser tous vos entrepôts, tous vos stocks de combustible. Et un deuxième fichier Excel qui, lui, vous aide pour la collecte de données pour le positionnement vis-à-vis des textes liquides inflammables. Donc, quel stockage de liquides inflammables prendre en compte, etc. Et un outil qu'on espérait vous présenter aujourd'hui, mais malheureusement, il n'est pas encore finalisé, qui sera un outil d'autodiagnostic par rapport à la rubrique 1510, qui vous permettra donc un petit logiciel accessible en ligne, qui vous permettra justement d'aller renseigner. Donc, si vous avez fait déjà le premier travail de collecte avec le fichier Excel, qui est le premier point listé sur cette diapo, vous aurez déjà toutes les données pour venir alimenter cet outil d'autodiagnostic. Et en renseignant dans l'outil tous les entrepôts que vous avez, lesquels sont regroupés parce que distants de moins de 40 mètres, quels sont les stocks de combustible que vous avez dedans, etc. Après, le logiciel, lui, il va mouliner et puis il va vous dire si vous êtes ou non concerné par un classement au titre de la rubrique 1510. Donc ça, c'est pour les outils. Quelques outils nationaux, donc là, qui ne sont pas spécifiquement dans le cadre de l'action CELI, mais qui sont quand même importants à connaître. C'est le guide d'entrepôt que je citais tout à l'heure, qu'il faut absolument voir parce que, comme je vous disais, il fait 180 pages avec plein de notions qui ne sont même pas écrites dans les textes réglementaires. Donc, il faut vraiment l'avoir sous la main pour savoir si vous êtes concerné ou pas. De la même façon, il y a des guides d'application pour les textes liquides inflammables. Aujourd'hui, ils sont disponibles en ligne sur le site AIDA de l'INERIS, la partie A et la partie C. Donc, partie A, périmètre d'application, partie C, stockage de liquide inflammable en récipient mobile, et la partie B est en cours de révision, c'est sur le stockage de liquide inflammable en réservoir fixe. Toujours sur le site AIDA INERIS, la base de données établie par l'INERIS de liquides et solides liquéfiables qui sont classés comme combustibles, et le protocole expérimental pour déterminer le caractère liquéfiable combustible des produits. Je vous ai aussi remis le lien du site internet de la DREAL Normandie, sur lequel figurent les outils qui étaient cités à la page précédente. Ensuite, au-delà des outils, donc des ateliers pour vous informer, vous sensibiliser sur ces sujets-là, comme l'atelier d'aujourd'hui, les premiers ateliers qui ont été faits en partenariat avec la DREAL, donc celui du 22 juin 2021, qui se voulait vraiment très large, un peu comme celui d'aujourd'hui, et pour lequel une foire aux questions est disponible en ligne. Les 4 webinaires d'octobre, qui, eux, viennent vraiment détailler le champ d'application 1510, le champ d'application liquide inflammable, les prescriptions 1510, les prescriptions liquides inflammables, avec les présentations sur le site internet de la DREAL et les foires aux questions qui vont arriver.
sont encore en cours de rédaction et de validation. Et ensuite, la volonté, dans le cadre du programme d'accompagnement CELI, de faire des ateliers spécifiques, mais qui restent à définir selon les besoins. On a soulevé tout à l'heure le sujet, par exemple, rubrique unique, qui a déjà été développé par l'Adréal, mais qui peut mériter éventuellement un atelier spécifique pour revenir sur ce point-là. Voilà, ça c'est à définir, et n'hésitez pas d'ailleurs dans ce sens-là à faire remonter vos besoins et vos questions. Et c'est plutôt vers Vincent que ça va s'orienter, donc je te passe la main. Une bonne transition. Merci. Oui, donc l'idée, donc là, vous avez vu, on vous a démontré un petit peu tout ce qui va être fait en termes d'outils, d'ateliers. D'ailleurs, il y a une ou deux questions là-dessus sur lesquelles Ah on oui. va revenir vers vous. Pour la partie logistique, pour la partie prestataire logistique, LSN va être votre point d'entrée. Si vous avez des questions, des suggestions, je vous demande de vous adresser à moi au travers de cet email. Je reviendrai évidemment le plus rapidement possible pour répondre à vos questions. Pour répondre aussi à une autre question que j'ai eue à l'issue de cette présentation, donc je vais vous envoyer cette présentation à tous les emails des participants et des inscrits. Donc vous aurez à la fois cette présentation, mais aussi les liens qui sont dans la présentation vers les différents sites. Voilà, donc on a voulu faire un guichet unique, vous donner le maximum d'informations. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, alors, là on va ouvrir le forum, c'est une belle transition encore, mais même a posteriori, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à moi et je reviendrai vraiment le plus rapidement possible pour répondre à vos questions. Alors, on va passer au pose des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter le partage et je vais peut-être à ce moment-là permettre à tout un chacun, je suis là, voilà, de pouvoir rallumer vos micros si vous le souhaitez, mais je pense que déjà on peut répondre à une Oui. question concernant le stockage dans un atelier. Donc, le stockage dans un atelier, je prends en compte le volume dédié au stockage ou l'ensemble du bâtiment. Donc, ça, c'est détaillé aussi dans le guide. En fait, si vous avez à la fois du stockage et de l'activité, un atelier, si c'est vraiment dans le même local, s'il n'y a pas de mur coupe-feu qui sépare ces deux zones de stockage et d'atelier, il faut considérer l'ensemble. Donc, c'est vraiment l'ensemble de tout ce bâtiment-là qui va être, ou de toute cette cellule, si jamais il y a d'autres parties qui sont séparées par des murs coupe-feu 2 heures, c'est l'ensemble qui va être considéré, même s'il y a une partie de la zone qui n'est pas dédiée au stockage et qui est dédiée à de l'activité. Il faudra considérer l'ensemble s'il n'y a pas de séparation coupe-feu 2 heures entre les deux. Et de la même façon, la masse de combustible qui va être prise en compte, on va aussi prendre en compte la masse de combustible qui est dans la partie atelier. Alors que si l'atelier est séparé complètement de la zone stockage, on ne va pas venir s'intéresser aux combustibles qui sont dans l'atelier. Par contre, si c'est une zone mixte stockage et atelier, on va considérer le volume de combustible qui est dédié à la partie atelier. Et quand l'outil d'autodiagnostic sera-t-il disponible? J'arrête de m'engager sur des dates maintenant. J'ai envie de vous dire le plus vite possible, mais voilà. Normalement, avant la fin de l'année 2021, c'est l'intérêt avec l'échéance de janvier 2022. On a déjà questionné à la fois l'Adréal en région et la DGPR au niveau national sur une éventuelle souplesse sur ce délai du 1er janvier 2022. Alors évidemment, ils ne peuvent pas se prononcer en faveur de ça parce que c'est écrit dans un texte réglementaire. Donc, ils ne peuvent pas revenir là-dessus comme ça et s'engager sur une souplesse. Pour autant, ils ont conscience qu'aujourd'hui, on sait, quand on voit qu'un mois avant, le peu d'entreprises, de sites qui se sont fait connaître auprès des préfectures, on sait qu'il y aura du retard et on espère que ce sera malgré tout pris en compte. Mais voilà. Comme je disais hier, si vous vous déclarez au 1er février, mais qu'il y a un souci sur votre site le 15 janvier, ben, on vous reprochera de ne pas être en conformité de toute façon à la date réglementaire du 1er janvier. Donc, sur la question comment peut-on être averti? En fait, du fait de vous être inscrit à ce webinaire, donc j'ai vos emails, j'ai
j'ai vos coordonnées. Donc, dès qu'on aura l'information ou de nouvelles informations de quelque nature qu'elles soient, je ferai une communication dans ce sens à tous les emails que j'ai pu collecter au travers de ce webinaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez. Alors, Amandine, je crois qu'il y a une... Oui, le rôle des emballages de marchandises. Alors, je pense que votre question, elle est sur la façon dont vont être pris en compte les emballages. Effectivement, l'Adriel avait présenté des diapositives dans le cas où ce qui est emballé est combustible ou pas. Alors, pour essayer de reprendre ça clairement. Quand vous allez regarder votre tonnage de combustible à l'échelle de votre site, pour la rubrique 15-10, vous allez aussi prendre en compte le volume des emballages. Donc, comme je disais tout à l'heure, un combustible qui est sur une palette bois, dans un carton, dans un sachet plastique, vous allez prendre l'ensemble, le poids de la palette bois, du carton, du plastique et du produit combustible qui est emballé à l'intérieur. Donc ça, on prend vraiment tout en compte dans l'inventaire du stock de combustible pour savoir si on est au-dessus du seuil de 500 tonnes, qui est une des deux conditions pour être classé 15-10. Ensuite, il y a une notion de rubrique unique que je n'ai pas détaillée aujourd'hui, mais qui vous permet d'exclure éventuellement certains stockages. Alors, cette notion de rubrique unique, en fait, vous allez regarder au niveau de votre entrepôt, vous allez cumuler tous vos combustibles, toutes typologies combustibles confondues. Mettons que vous arriviez à 800 tonnes. Ensuite, sur ces 800 tonnes, vous allez regarder s'il y a la moitié de l'entrepôt qui est dédié au stockage de palettes, elle va relever uniquement de la rubrique stockage de bois, 1532. Vous allez regarder comme ça. J'ai une partie, c'est que des cartons à plat, donc c'est que la rubrique carton. Une partie, c'est que des palettes vides, donc c'est que la rubrique bois. Je ne sais pas, une partie, c'est que des caisses plastiques, c'est que la rubrique plastique. Vous allez regarder dans ce détail-là. Une fois que vous savez si vous dépassez le seuil de 500 tonnes au global, vous allez regarder ça. Si en déduisant une de ces rubriques spécifiques, donc la rubrique bois, la rubrique carton, la rubrique plastique, si en déduisant une de ces rubriques, le volume global des autres combustibles est inférieur à 500 tonnes, alors vous allez pouvoir être exclu de 15-10 et être classé uniquement au titre de cette rubrique unique. Même si dans les moins de 500 tonnes qui restent, il y a un petit peu de plein d'autres choses combustibles. À partir du moment où en déduisant une, vous passez en dessous du seuil de 500 tonnes. Et c'est dans ce cadre-là que l'Adrial a expliqué la façon de prendre en compte les emballages. En fait, si le produit qui a vocation à être stocké est combustible, qu'est-ce que je peux vous donner comme... Par exemple, vous fabriquez des imprimantes en plastique et vous stockez des imprimantes en plastique et vous stockez aussi des agrafes qui vont être avec l'imprimante. Le carton, vous allez avoir l'imprimante en plastique, emballée dans du plastique, dans un carton avec du polystyrène, machin, sur une palette bois. Tout ça, on va aller regarder le produit qui a vocation à être stocké. Le produit qui a vocation à être stocké, c'est l'imprimante. L'imprimante, mettons qu'elle est majoritairement en plastique, donc elle relève de la rubrique 2663 plastique. Eh bien, tout ce qui va autour de cette imprimante, son film plastique, son carton, sa palette bois, tout ça, tout le volume global va être classé au titre de la rubrique 2663 pour examiner si on rentre dans le cadre d'une rubrique unique. Par contre, si je stocke des agrafes, mes agrafes, elles sont métalliques, donc elles ne sont pas combustibles. Donc, je ne peux pas les rattacher à une rubrique spécifique combustible. Donc, dans ce cas-là, tout ce qui est autour de l'agrafe, le sachet plastique dans lequel est l'agrafe, le carton, la palette, la caisse, tout ce que vous voulez, tout ça va être comptabilisé comme du 15-10 parce qu'on ne peut pas le rattacher à une rubrique spécifique du produit qui est emballé. Alors, j'espère que c'est clair parce que ce n'est pas évident. Je pense qu'avec des schémas à l'appui, ce serait plus clair pour vous. Mais c'est ça qui avait été indiqué dans les présentations de Réal. Mais je note et je renote que je pense que la notion de rubrique unique, ça mérite un, un cours à part entière. Probablement, oui. D'une seule rubrique utilisée ou d'une seule rubrique dans l'arrêté préfectoral?
Là, il faut vraiment refaire l'exercice de regarder si vous êtes concerné sans tenir compte de votre arrêté préfectoral. Que ce soit pour liquide inflammable et 15-10, vu que les règles de classement ont changé, les règles de prise en compte ont changé, il faut vraiment refaire l'exercice en repartant de zéro. Enfin, en repartant de zéro, hein, avec les données que vous avez déjà, mais sans avoir l'a priori du classement actuel que vous avez. Et oui, on peut bien cumuler un classement 15-10 et un classement en rubrique 4000, 43-31 ou autre rubrique 4000. Les deux rubriques sont cumulables. Cela ne concerne que les rubriques maintenant incluses dans la 15-10, à savoir 15-30, 15-32, 26-62, 26-63. Oui, il y a ce qu'ils appellent les rubriques spécifiques au niveau des textes réglementaires, et ce sont bien ces rubriques-là qui sont les rubriques spécifiques qui peuvent être exclues au titre d'une rubrique unique. Et ce sont celles qui ont été également révisées lors de la révision de la nomenclature, donc le décret que je citais en début de présentation, le 2020-1169. Il y a la rubrique 15-10 qui est revue, et puis il y a les rubriques 15-30, 15-32, 26-62, 26-63, pour lesquelles il y a une mention qui est rajoutée, c'est sauf si inclus dans le 15-10, en gros. Je ne sais plus la formulation exacte, mais il y a un lien qui est fait avec la 15-10 dans ces rubriques-là. Du coup, c'est du saucissonnage si on peut cumuler les deux rubriques. Alors, si ça se réfère à 15-10 et aux rubriques 4000, non, ce n'est pas du saucissonnage parce que là, c'est plutôt du cumul. On va être classé deux fois. Là où il y avait du saucissonnage avant, c'est que dans un même entrepôt, on allait compter les palettes en bois. Hop, on les classait toutes en 15-32. On allait compter les cartons. Hop, on les classe tous en 15-30. On allait compter le plastique, hop, tout en 26-62 ou 26-63. Et puis, du coup, on pouvait ne pas dépasser les seuils parce qu'on avait un peu de carton, un peu de plastique, un peu de bois. Et tout en dessous des seuils de ces rubriques-là. Donc, on n'était pas classé parce qu'on avait saucissonné. On avait fait des tronçons de ces matières combustibles. Alors qu'aujourd'hui, on va quand même aller regarder au global. Même si unitairement, on est en dessous des seuils, bah, tout cumulé, ça peut commencer à faire pas mal de combustible. Et en cas d'incendie, le feu ne va pas se dire bon bah aujourd'hui je brûle que les palettes mais je ne brûle pas le carton qui est à côté, quoi. Donc c'est dans ce sens-là que le saucissonnage est évité maintenant. D'autres questions? Pas pour l'instant. Ah, voilà une autre. Sur notre site, nous avons plusieurs bâtiments séparés par des murs coupe-feu. Nous ne sommes pas concernés, sauf si entrepôt supérieur à 5000 m3. Alors, les murs coupe-feu, ils permettent de... Donc, s'ils sont coupe-feu 2 heures, ils permettent de diviser en cellules. Ces cellules, elles permettent, par exemple, sous une même toiture, vous avez à la fois du stockage et à la fois une partie atelier, ça vous permet d'exclure la partie atelier, par exemple, de ne considérer que la cellule de stockage. Par contre, même si au sein d'un même bâtiment, vos cellules sont divisées, vos stockages sont divisés en cellules, à partir du moment où elles sont distantes de moins de 40 mètres, vous allez devoir les cumuler. Donc voilà, les murs coupe-feu 2 heures, ils permettent vraiment d'exclure tout ce qui ne va pas être directement du stockage. Mais si tout est du stockage, à partir du moment où c'est à moins de 40 mètres, il faudra les recumuler. Donc, vous allez les séparer par le coupe-feu, mais vous allez les recumuler. Donc c'est bien la somme des entrepôts qu'il faut comparer au seuil de 5000 m3 et pas entrepôt par entrepôt. Il faut donc prendre les mesures les plus contraignantes s'ils cumulent de différentes rubriques ICPE. Oui, quand vous avez plusieurs rubriques qui s'appliquent à un site, c'est bien la plus contraignante qui prévaut si les exigences ne sont pas les mêmes. Dans le cadre d'un entrepôt stockant des masques chirurgicaux et ustensiles de cuisine en plastique et silicone dépassant 500 tonnes, le classement est-il 26-63 ou 15-10 ? Donc, là, c'est la règle de rubrique unique. Vous allez regarder au global, tout confondu,
les masques, les ustensiles de cuisine, etc., si vous dépassez les 500 tonnes. Si c'est le cas, vous allez redétailler qu'est-ce qui relève de la 2663, qu'est-ce qui relève éventuellement d'une autre rubrique. Et si, une fois que vous avez déduit, par exemple, tous vos ustensiles en plastique et silicone qui sont classables 2663, quand vous les déduisez, si vous êtes le reste des autres combustibles est inférieur à 500 tonnes, alors vous n'allez pas être classé en 1510, vous allez être classé uniquement en 2663. J'espère que c'est clair. Il faut regarder vraiment le reste de ce qui est combustible. Est-ce que c'est supérieur à 500 tonnes? À condition de dépasser le classement 2663. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais si tout ce qui relèverait de 2663, donc les plastiques, sont en dessous des seuils 2663, vous oubliez la rubrique 2663 et vous classez tout en 1510. Il faut bien dépasser les seuils 2663 pour n'appliquer que le 2663 si on répond à la règle de rubrique unique. Je pense que nous n'avons plus vraiment de questions, a priori. Bon, s'il y en a par la suite, de toute façon, ils vous soumettent les questions. Et, il y en a une qui vient d'arriver à nouveau. Je suis à moins de 40 mètres d'un entrepôt concurrent. Nous partageons le même terrain. Devons-nous nous mettre en relation pour l'application de ces règles? Alors, oui, et je pense qu'il faut se rapprocher de l'ADREAL. En fait, en théorie, cette règle de 40 mètres, d'où elle vient d'une autre règle qui était de respecter 20 mètres par rapport aux limites de propriété. Donc, si votre entrepôt il est à 20 mètres de la limite et que de la limite, il y a encore 20 mètres jusqu'à l'entrepôt voisin, il y avait la règle des 40 mètres qui était respectée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et la question qui se pose là aussi, dans votre cas du fait de partager un même terrain, c'est de savoir où est la limite de propriété entre vos deux sites. Ou alors, si vous êtes, il y a une seule limite de propriété, que vous êtes tous deux locataires d'un propriétaire, est-ce que ce n'est pas le propriétaire qui porte l'autorisation au titre des ICPE? Ça, c'est à regarder vraiment de près avec l'ADREAL. Et là-dessus, en Normandie, on a de la chance, l'ADREAL est vraiment là pour nous accompagner. Et il vaut mieux mettre ça au clair avec l'administration tout de suite et être sûr de ce qu'on fait plutôt que de commencer quelque chose et puis que dans 6 mois, on vous dise ah ben non, ça, vous n'avez pas eu la bonne lecture et de devoir tout recommencer à zéro et avec des délais très contraints pour être mis en conformité. Est-ce que vous allez faire une foire aux questions à l'issue du webinaire? Je ne sais pas, Vincent. En fait, c'est notre premier webinaire d'information. Et je me suis posé la même question au fil du webinaire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Vous dire comment, là, tout de suite, je ne sais pas. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de toutes les questions que vous avez posées et que vous allez poser dans le futur pour pouvoir partager directement les réponses. Donc, je vais vous répondre oui, mais je ne sais pas encore exactement comment, mais ça arrivera très prochainement. Oui, il y a une autre question. Dans le dossier à déposer en préfecture, il faut communiquer une évaluation de conformité. Alors ça, effectivement, pour la partie liquide inflammable, en récipient mobile, pour les sites qui deviennent concernés, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 2 façons d'être dans le périmètre de classement. Soit vous êtes classé à autorisation au titre d'une rubrique dite liquide inflammable, soit vous êtes classé à autorisation au titre d'autres rubriques, mais quand vous cumulez tous les liquides inflammables de votre site, vous dépassez le seuil de 1000 tonnes ou de 100 tonnes en contenant fusible. Donc, c'est dans ce deuxième cas de figure-là. Si vous êtes soumis à autorisation, mais pas pour une rubrique inflammable et que maintenant vous l'êtes, vous devez effectivement faire une évaluation de votre niveau de conformité par rapport aux exigences, la transmettre au préfet et s'en suivra le plan d'action pour vous mettre en conformité. Quelles sont les nouvelles obligations en matière de formation? Ce qui apparaît clairement dans les textes comme exigence renforcée, c'est le fait, donc la phrase, c'est que comment c'est la phrase exacte? En fait, c'est le fait que le personnel, y compris le personnel extérieur, des entreprises extérieures, soit formé sur la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
Et donc ça pouvait être fait dans certains sites. Il y avait une information sur les règles en cas d'incendie, par exemple, où sont les extincteurs, etc. Mais il faut vraiment maintenant que ce soit abordé comme une formation. Et ça va être vérifié en tant que tel. Il faudrait que je vous retrouve le paragraphe exact qui dit ça, mais sur l'aspect formation, c'est ça qui est exigé maintenant, c'est la conduite à tenir en cas d'incident. Y a-t-il délivrance d'arrêtés complémentaires avec passage en CODERST? Non. Vous êtes classé 15-10, vous devez appliquer l'arrêté d'avril 2017 et vous êtes classé, vous avez des récipients mobiles de liquides inflammables, vous devez appliquer l'arrêté du 24 septembre 2020. Il n'y aura pas de passage. Alors, il peut y avoir des cas spécifiques s'il y avait des choses qui étaient déjà encadrées dans votre arrêté préfectoral et que vous voulez vous en profiter pour les mettre à jour. Et c'est possible, mais en tout cas, ça ne va pas être systématique et en l'état, les textes s'appliquent. Ça doit dépendre des assureurs. En tout cas, les assureurs sont quand même souvent de bons conseils, on va dire, pour tout l'aspect protection incendie de façon générale. Ils vont aussi parfois au-delà de la réglementation. Donc, je ne saurais pas vous dire de quelle façon les assureurs accompagnent sur ce classement. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux assureurs, donc, ce qui a été écrit noir sur blanc dans les nouveaux textes réglementaires, que ce soit pour les sites soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration, que ce soit dans les textes entrepôts ou dans les textes liquides inflammables, c'est écrit la même chose. Les éléments des rapports des assureurs portant sur les éléments de maîtrise des risques issus des visites des assureurs doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Donc, on avait imaginé au début où il y a eu cette nouvelle prescription qu'il y aurait éventuellement 2 rapports rendus par les assureurs, un complet et puis un extrait pour répondre à cette exigence-là. A priori, ils n'ont pas l'air de s'orienter vers ça, les assureurs. En tout cas, la FFA, la Fédération française des assureurs, a rédigé une note qui a été publiée la semaine dernière, je crois, qui est en cours de diffusion, où ils rappellent bien, pour que tout le monde ait bien ça en tête, que ce soit les exploitants, l'Adréal, la préfecture, le ministère, tout le monde, et aussi tous les assureurs, que les rapports de visite des assureurs sont établis dans le cadre d'un contrat entre l'assureur et son assuré et que ça dépend de ce qu'on met dans ce contrat. Donc oui, il y a une partie qui est basée sur le réglementaire, mais il y a aussi toute une partie qui dépend de ce qu'on veut mettre dans le contrat d'assurance et de la prime d'assurance qu'on va payer après aussi. Donc que l'administration n'aille pas dire qu'un site n'est pas conforme parce que l'assureur a dit ça, c'est pas conforme à ce qu'on a mis dans le contrat. C'est pas la même chose de ne pas être conforme à ce qui est dans le contrat avec l'assureur que de ne pas être conforme à ce que la réglementation demande. Donc, finalement, je pense qu'ils ne feront pas 2 rapports distincts. Il n'y aura qu'un seul rapport des assureurs. Mais il faut bien avoir à l'esprit, même vous, que l'administration ne demande pas à ce que vous soyez conforme sur tout ce que demande l'assureur. Ça relève de votre contrat d'assurance, ce n'est pas de la réglementation. Un assureur peut exiger du sprinklage là où la réglementation ne va peut-être pas l'exiger, par exemple. Donc, voilà. Je propose qu'on close ce webinaire C'est bien. qui a été riche en informations et en questions. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il va être enregistré. Vous pouvez le reconsulter ou le partager avec certains de vos pairs. Et puis, je vais revenir vers vous avec toutes ces informations-là, la présentation, le lien du webinaire. Et puis, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Voilà. Merci pour vos questions et votre présence. Merci.